Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui est le ministre des Affaires étrangères saoudien, Adel Al-Jubeir. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Monsieur le ministre, la situation dans le Golfe est extrêmement tendue. Je vais vous poser une question très directe. À quel point sommes-nous proches ou non d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis ou entre l'Iran et les alliés des États-Unis dans la région? Tout le monde tente d'éviter la guerre dans la région. La guerre serait dangereuse pour tout le monde. Toutefois, l'escalade vient toujours du côté iranien. L'Iran a attaqué des pétroliers dans le Golfe, pas une fois, mais deux fois. L'Iran a envoyé des missiles balistiques et des drones par ses intermédiaires, les outils, contre des oléoducs et contre des aéroports saoudiens. Les Iraniens ont une attitude menaçante et agressive, donc c'est aux Iraniens de faire la désescalade. À quel point étions-nous proches ou non d'une frappe américaine? Le président américain a affirmé qu'il avait annulé ses frappes après qu'un drone américain a été abattu. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette intervention? Les États-Unis, le président a dit qu'il avait annulé la frappe 10 minutes avant. J'ai aucune raison d'en douter, de douter du président des États-Unis. Est-ce que vous avez été informé? Je ne peux pas rentrer dans les consultations que nous avons avec nos alliés. Mais je peux imaginer que vous avez des contacts étroits sur cette question. Nous travaillons de très près avec les États-Unis et d'autres alliés du CCG. Nous avons, en termes d'échange d'informations, en termes de consultations, sur quelles sont les étapes qui devraient être prises. Mais est-ce que vous pourriez envisager, est-ce que vous pourriez penser que des frappes militaires contre l'Iran seraient justifiées? Est-ce que vous pensez qu'il serait légitime que les États-Unis ou des alliés frappent l'Iran? L'Iran doit comprendre que son attitude agressive ne peut pas se poursuivre et qu'il y a des conséquences pour des conséquences militaires? Il y a un certain nombre d'options qui sont disponibles, auxquelles on peut penser, et je ne voudrais pas rentrer dans ces détails. Mais l'option militaire est sur la table? Je crois que toutes les options sont sur la table. Est-ce que vous avez connaissance d'attaques cybernétiques contre l'Iran? Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce qui peut ou ne peut pas se produire. Quelles sont les lignes rouges pour l'Arabie saoudite vis-à-vis de l'Iran? Si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz ou attaque directement l'Arabie saoudite? Je crois que la ligne rouge... Écoutez, la question des détroits d'Ormuz, ce serait une ligne rouge pour le monde entier, parce que ça a un impact sur les fournitures d'énergie, sur le prix du pétrole, qui a un impact sur l'économie mondiale, qui a un impact sur la vie de chaque personne vivant sur cette terre. Donc, nous avons dit très clairement que nous ne voulons pas la guerre avec l'Iran, mais nous ne permettrons pas à l'Iran de nous agresser. Y a-t-il eu une agression directe? Vous avez parlé des Houthis qui ont frappé le territoire saoudien. Y a-t-il des tentatives directes de l'Iran d'attaquer l'Arabie saoudite? Les missiles qui ont été lancés, plus de 230 contre le territoire saoudien jusqu'à présent, et les drones qui ont été lancés contre l'Arabie saoudite, qui ont endommagé des installations saoudiennes, qui ont blessé des gens, principalement au cours de la dernière attaque contre l'aéroport d'Abha. Ce sont des produits faits par l'Iran, fournis par l'Iran. Mais y a-t-il eu des attaques directes? Y a-t-il eu des attaques depuis l'Iran? Nous n'avons rien vu venir directement de l'Iran contre l'Arabie saoudite, mais nous avons vu beaucoup d'installations et d'équipements fabriqués par l'Iran qui venaient du Yémen. Êtes-vous en faveur de sanctions supplémentaires? Le président américain a affirmé qu'il y aurait des sanctions très dures qui seraient imposées à l'Iran. Est-ce que vous pensez que le fait d'imposer des sanctions supplémentaires, ça permettra de faire baisser les tensions dans cette crise ou ça aurait un effet? Non, nous sommes en faveur des sanctions. Tout ce qui peut être fait pour accroître la pression sur l'Iran, pour changer sa politique, devrait être fait. Quel type de sanctions voudriez-vous? Des sanctions probablement contre le secteur pétrolier ou d'autres sanctions, mais je laisse ça aux experts financiers, aux experts économiques. L'idée, c'est d'accroître la pression sur l'Iran pour que l'Iran sache qu'il y a un prix très élevé à payer et que les politiques iraniennes ne sont pas acceptables, doivent changer. Êtes-vous en faveur d'un embargo total sur les exportations de pétrole iranien, par exemple? Oui, nous le sommes. Et vous pensez que c'est faisable? En termes de faisabilité, je le laisse aux experts, mais les exportations iraniennes ont baissé de façon substantielle et ses capacités à exporter est très limitée. Et tout ce qui peut être fait pour activer les pressions
économiques contre l'Iran peuvent être positives. Est-ce qu'ils ont essayé de prendre contact, de parler avec l'Arabie saoudite ou pas du tout? Eh bien, ils ont permis à des missiles balistiques d'être lancés contre l'Arabie saoudite, contre les oléoducs saoudiens. C'est ça qu'ils ont fait. Les Iraniens sont très menaçants dans leur attitude, dans leur activité. Ils ont fourni des vedettes suicides aux Houthis pour qu'ils les utilisent contre les transports maritimes dans la région du Bab el-Mandeb et de la mer Rouge. Donc s'ils vous appellent demain, vous direz « il est trop tard, nous ne voulons plus parler ». Écoutez, on parle aux Iraniens depuis 40 ans. Il n'y a plus de dialogue. Ça ne nous a mené nulle part. Nous tendons la main et tout ce que nous avons en réponse, c'est la mort et la destruction. Nos ambassades sont attaquées, nos diplomates sont assassinés, des cellules terroristes sont implantées en Arabie saoudite. Donc il n'y a plus de dialogue. Nous voulons voir un changement de la politique. Un changement de régime? Mais ça dépend des Iraniens. Nous voulons un changement de la politique. Nous ne voulons pas un pays qui nous agresse, et nous et nos alliés. J'aimerais maintenant parler du rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur Jamal Khashoggi. Je sais que l'Arabie saoudite a réagi très fortement en disant qu'il y avait des défauts dans ce rapport, qu'il était truffé de contradictions. Et l'Arabie saoudite mène ses propres enquêtes et suit ses propres procédures, mais il y a quelques éléments troublants, notamment concernant le rôle d'un homme nommé Saoud al-Qahtani, qui aurait joué un rôle clé dans ce meurtre et qui, apparemment, n'est pas jugé en Arabie saoudite. Comment pouvez-vous expliquer cela? Eh bien, tout d'abord, nous avons des problèmes avec ce rapport parce qu'il n'y a aucune base juridique ou légale à ce rapport. Le rapporteur avait déjà sa position prise avant de commencer l'enquête. Mais vous n'avez pas coopéré avec elle. Mais pourquoi? On ne la reconnaît pas. Son historique, c'est un historique d'hostilité contre l'Arabie saoudite. Regardez ce qu'elle écrit sur les médias sociaux. Elle n'est pas amicale envers l'Arabie saoudite. Et le rapport a beaucoup de contradictions. Il est basé sur des articles de journalistes et des sources anonymes. Et des renseignements turcs. Tout ça a été fuité aux médias. Elle dit que les cours sont secrètes en Arabie saoudite. Non, il y a des représentants des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui suivent ces procès, ainsi que des représentants de la Turquie et des ONG internationales. En ce qui concerne l'individu que vous avez mentionné, il a été renvoyé de son poste. Il n'est pas jugé. Il est sous enquête. Il y a des charges menées contre 11 suspects et s'il y a des preuves qui seront déterrées, peut-être qu'il y aura d'autres individus qui seront mis sous investigation. Mais parce que, par exemple, le consul général à Istanbul n'est pas jugé non plus, selon ce rapport, et ça peut paraître étrange, puisqu'on sait que tout s'est passé dans le consulat. Il n'était pas joignable au moment où le crime était commis, il n'en était pas conscient, il a expliqué où il était, il avait des amis avec lui, on a demandé au gouvernement turc de valider cela, ils l'ont fait, et donc c'est la raison pour laquelle il ne soit pas inculpé. Vous savez, les tribunaux sont en cours, l'enquête est en cours. L'enquête pourrait être élargie, c'est ce que vous dites. Oui, s'il y a plus de preuves qui sont apportées, d'autres individus sont impliqués, ça pourrait être élargi. 5 de ces 11 personnes qui sont sous enquête sont sous crime et pourront être condamnés à mort. Nous découvrirons la vérité et ceux qui sont coupables de ce crime de haine seront responsables et seront punis dans toute la rigueur de la loi. Le rapporteur spécial a demandé au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, d'ouvrir une enquête internationale. Que se passera-t-il dans ce cas? Nous ne pensons pas que ça doit être pris en compte. Nous pensons que nous avons des enquêteurs qui peuvent conduire une bonne enquête. Nous pensons que nous avons un système juridique qui peut statuer sur tout sur tout ce qu'il y a à voir. Donc il n'y a aucune raison pour cela. Et donc, si c'est le cas, vous considérez que ce sera des mesures contre l'Arabie saoudite? Absolument. Il n'y a aucune base pour cela. Lorsqu'il y a une enquête internationale, c'est que vous n'avez pas la possibilité vous-même de mener l'enquête, ou que vous n'avez pas la possibilité de statuer vous-même. Nous avons tout cela. Ce sont des citoyens saoudiens qui ont assassiné un autre citoyen saoudien dans une installation saoudienne. Nous avons les lieux nécessaires pour enquêter et pour statuer. Si quelqu'un a une preuve qui serait vraiment importante pour ce cas, nous la recevrons. Et on l'a dit très clairement aux autorités turques.
mais n'ont pas coopéré. Malheureusement, pas autant qu'on l'aurait aimé. J'aimerais maintenant rapidement en venir à la question des Palestiniens. Il devrait y avoir une conférence économique. La Maison-Blanche a présenté un projet, 50 milliards de dollars sur 10 ans pour les Palestiniens. L'autorité palestinienne a affirmé qu'il s'agissait d'une mascarade, que cette conférence ne devrait pas avoir lieu, une conférence économique sans cadre politique. Cependant, un certain nombre de pays arabes participeront à cette conférence. L'Arabie saoudite enverra un ministre. Que pensez-vous des Palestiniens qui disent qu'il s'agit d'une trahison de leur cause? Je crois que l'importance ici, c'est que c'est une conférence économique. C'est pour améliorer les conditions de vie. Sans horizon politique. Ce n'est pas un processus politique. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Les gens oublient que John Kerry a travaillé sur quelque chose de semblable. Il a fait venir des investisseurs américains, ça n'a pas marché, pour aider les Palestiniens, l'économie palestinienne. Les gens oublient également qu'il y a quelques années, Tony Blair, en tant que représentant du Quartet, a tenté également un nouvel échec. Bon, espérons que ceci n'échouera pas. Tout ce qui peut améliorer la situation des Palestiniens est quelque chose qui devrait être bienvenu. Cela dit, le processus politique est extrêmement important. Mais ça a pris du retard. Maintenant, ça aura lieu en novembre. Personne n'a d'informations. S'il n'y a pas de composante politique, vous ne pensez pas que ce sera clairement un échec? Nous espérons qu'il y aura un processus politique qui sera lancé. Mais vous ne savez pas. Nous croyons que le processus politique doit être basé sur l'initiative de paix arabe, sur les résolutions du Conseil de sécurité, avec un État palestinien dans les frontières de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale. C'est notre position, la position du monde arabe, du monde islamique, la position de la plupart des pays. Oui, mais pas celle du gouvernement des Palestiniens. Donc, ce sont les Palestiniens qui auront à dire le dernier mot. Et c'est leur problème. Et quoi que ce soit qui sera accepté par les Palestiniens, tout le monde devra l'accepter. Et ils ont dit très clairement que c'est ce qu'ils acceptent. Et donc, vous avez confiance en l'administration Trump. Vous pensez que cet accord du siècle aura lieu ou est-ce que vous pensez que ce sera encore repoussé? Je ne vais pas mettre en question l'administration d'un pays allié. Ils essaient de mettre en avant un plan qui sera le plus réussi. On n'a pas vu ce plan pour l'instant. La raison pour laquelle il y a plus de retard dans ce plan, c'est en raison des consultations qu'ils mènent avec d'autres pays et avec d'autres au sujet de ce plan qui sont en cours. Et je ne vois pas les retards comme quelque chose de négatif. C'est une tentative de mettre en avant un plan qui sera le plus à même de réussir. Cela dit, je ne connais pas les détails de ce plan. Une fois qu'il sera mis sur la table, on pourra le juger. Merci beaucoup, Adel Al-Jubeir, d'avoir participé à cet entretien.